Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue puisqu'aujourd'hui on va remplacer les catalyseurs sur cette Porsche 911. Alors comme je vous l'avais dit quand on avait passé l'échappement Evox sur la Porsche 911, je ne comptais pas et je ne souhaitais pas poser des décatas sur la voiture, non pas pour le problème de pollution etc. puisque j'ai déjà connu un moteur de Porsche à plat qui a été détruit à cause du catalyseur parce que le catalyseur s'est cassé et est remonté dans les cylindres et a détruit tout simplement le moteur. Donc moi je suis plutôt favorable pour ce genre de choses, non pas pour le bruit, non pas pour la pollution ou quoi que ce soit, mais plutôt pour la sérénité et la durée de vie du moteur. Donc ça c'est parce que je l'ai vécu. Mais bon, c'est vrai que la sonorité elle est quand même un peu plus naturelle avec des décatas que étouffée par des catalyseurs. Donc ça c'est vrai aussi. Sauf que quand vous voyez que ça coûte 471 livres, bon, on est d'accord, c'est uniquement un tuyau qui est cintré avec des embouts soudés dessus et une platine soudée là, hein, qu'on soit d'accord. Mais juste parce que c'est pour une Porsche 911, eh ben, ils se font plaisir et ils le vendent une fortune. C'est pour ça que je vous avais dit qu'il était hors de question que je les change. Je m'étais déjà fait plaisir pour un budget de 1500 € à changer l'échappement Evox de cette Porsche. Donc j'avais dit le budget toc terminé, je me suis fait plaisir. Maintenant ça reste comme ça, hors de question de claquer autant d'argent dans 2 bouts de tuyaux. Sauf que sous cette fameuse vidéo sur le post Facebook, un abonné tout simplement posté son résultat. Donc lui il avait monté collecteur, des catalyseurs et silencieux inox, et du coup il a mis la petite vidéo de sa voiture etc. Et je lui dis le son il est pas mal, tu les as trouvés où? Faut savoir s'il avait pas un plan genre à pas cher pour les trouver quoi. Et il m'a dit écoute j'aime pas le son donc je les vends, et du coup j'en ai eu pour 200 €. Voilà, il me les a vendus, ils sont tout neufs, ils ont été montés, démontés, 200 € avec les joints, la visserie, absolument tout. Donc du coup j'ai eu les deux pour 200 €. Donc là effectivement je me suis dit que bon, on pouvait passer outre ma première décision et recevoir les deux décatalyseurs. Grand merci à toi déjà pour le cadeau, parce qu'à 200 € c'est un cadeau, et qui plus est pour la qualité de l'envoi et la rapidité de l'envoi. Donc un grand merci à toi, tu vas te reconnaître. Et aujourd'hui du coup les amis, petite bande son avant, petite bande son après, et c'est parti, on pose les décatas. Go! Bon, si vous vous souvenez, quand on a fait la vidéo sur le remplacement des silencieux, on a la gamelle là, et je vous avais bien dit que les échappements se croisaient. C'est-à-dire que le banc de cylindre ici sort ici et le banc de cylindre ici sort ici. Ils sont croisés pour justement venir placer nos catalyseurs. On va remplacer tout simplement les tuyaux que vous voyez ici avec les deux gamelles qui se trouvent ici. Donc là, il y a deux grosses gamelles, ça c'est les catalyseurs. Et en fait, on va venir en lieu et place. Donc premier gain, le poids, parce que là on est sur de l'inox, c'est hyper léger, là on est sur de l'acier avec des grosses gamelles bourrées de matériaux. Donc ça déjà c'est le premier côté positif. Ensuite l'amélioration du bruit, donc on a un bruit qui est plus naturel parce que ça étouffe, ça rend asthmatique les moteurs. Et troisièmement on a du coup plus le risque que le catalyseur se détériore et soit aspiré par les cylindres. Alors certains vont se dire ah mais attends, un échappement ça souffle, ça aspire pas. Oui, mais en fait pour ceux qui connaissent un peu mieux la mécanique, ils vont se dire qu'il y a quand même une phase d'aspiration. C'est-à-dire qu'au moment où votre piston va commencer à amorcer sa descente, vos soupapes sont pas totalement fermées. C'est ce qui crée une petite aspiration au niveau de l'échappement. Et cette aspiration-là, le problème des moteurs à plat, c'est que les déchets qu'il y aura dans l'échappement n'ont pas long à aller pour remonter dans les cylindres. Parce que sur un moteur standard, comprenez qu'il faut remonter la ligne, donc du catalyseur, la ligne. Après, il faut remonter le collecteur pour rentrer dans le moteur. Sur un moteur à plat, comme son nom l'indique, il est à plat. Donc d'ici, en fait, il n'y a pas de côte à monter. Par gravité, ça descend déjà naturellement au niveau des collecteurs d'échappement. Et ensuite, il y a juste 5 cm à grimper pour accéder directement à la chambre de combustion. Donc quand vous cassez un catalyseur sur un moteur à plat, oui, ça peut remonter dans les cylindres et tout casser. Et c'est du vécu puisqu'on en a déjà cassé un. Donc les amis, c'est parti, on va commencer par retirer les colliers neufs que j'avais mis lors du changement de l'échappement. Et ensuite, à mon avis, on va devoir disquer au niveau des vis, disquer ici les vis qui tiennent au niveau du collecteur d'échappement parce que là c'est totalement rouillé, c'est d'origine. Pour démarrer, on va mettre un petit peu de dégrippant. Donc là j'utilise le Mecacil hyper dégrippant qui est pas mal, qui est validé également sur notre boutique officielle www.metalgarage.fr. J'en mets sur les sondes lambda
Bon, il est pas mal, mais il fait pas non plus de la magie, hein, qu'on soit d'accord. Et là, c'est plus pour essayer de faire de la magie que je suis en train de le mettre, je vous avoue, parce qu'il y a quand même beaucoup de chances que je sois obligé de les disquer. Voilà, donc là on va libérer la partie catalyseur, voilà, ici. Donc là il me reste 2 colliers ici à retirer. Donc là maintenant on peut retirer ça, donc ça c'est un peu chiant. C'est ce qui vient en fait brider le collecteur, enfin le catalyseur sur la platine support moteur pour éviter certainement des vibrations. Bon, donc là l'idée ça va être de venir essayer de desserrer ça, mais à mon avis, bon, les boulons devraient péter. Après je vous avoue que j'aimerais bien qu'ils cassent, ça serait plus facile pour moi que de les disquer. Je pense que c'est ce qui vient de se passer, voilà, bingo. Donc là c'est le problème, hein. C'est pour ça que je ne changerai pas les collecteurs sur ce moteur là. Parce qu'en fait les collecteurs, bah, c'est pareil, hein, c'est un moteur à plat, donc les vis, vous voyez, sont soumis à toute la flotte, etc. de la route. Et en fait les vis, ils viennent se souder dans le cylindre. Et sur 2, 4, 6 vis, je peux vous assurer que je suis prêt à parier qu'il y en a 5 ou 6 qui cassent. Donc en gros, quand vous changez ça, bah après vous allez percer, tarauder le cylindre, etc. Et c'est quand même pas le genre de choses qu'on aime faire dans un cylindre. Donc juste pour cette raison-là, je vous déconseille vivement de changer les collecteurs sur une 911. Bon, moi l'avantage là c'est que ça casse. Donc si j'arrive à tous les faire casser, ça m'arrange, j'ai pas besoin de passer de disqueuse. Et j'ai de la boulonnerie toute neuve pour les décatins. Deuxième essai. C'est la moins accessible, donc j'aimerais bien qu'il casse. Pour l'instant, elle a l'air de se desserrer. Elle se dessert. C'est la moins accessible, c'est la plus pourrie, c'est celle qui va se desserrer. Bon, c'est pas grave. Le principal, c'est que ça sort sans couper. Elle se dévisse aussi. Bon bah sur celui-là, on s'en sort pas trop mal pour le moment. Voilà. Quand vous voyez la gueule de l'écrou, ça tient quand même du miracle qu'on arrive à le sortir, hein. C'est le truc à la base, c'est du 12, là on rentre du 11. Et il est tellement rouillé qu'il y a quasi plus de matière, quoi. Bon, coup de bol, on va pas s'en plaindre. Eh bah franchement, le dégrippant Mécacil, je dois avouer qu'il fait des miracles parce que j'aurais vraiment pas pensé qu'on arrivera à démonter des vis. Quand je vois l'état des écrous, là je suis quand même bluffé une fois de plus. Alors comme je l'ai dit, c'est un très bon dégrippant, mais il fait pas non plus des miracles. Et franchement, je vais peut-être changer de discours, hein. Parce que là, quand je vois la gueule des écrous, je m'attendais à en avoir un, peut-être 2, et en fait je vais quasi tous les avoir. Voilà. Regardez l'état de l'écrou, quoi. Le truc il est complètement creusé et tout, tellement qu'il est bouffé par la rouille. Là franchement je suis bluffé, hein. J'admets, je suis bluffé. Allez, dernier écrou, et après on est bon, on peut tout déposer. Win. On en a eu 2 de cassés sur 6. Franchement c'est plutôt un bon résultat vu l'état des écrous. Donc là on a un petit guide en haut là, qu'on dégrafe pour les câbles de sonde lambda. Je sais pas si vous voyez au bout de mon doigt là. On a la sonde lambda ici, on a un guide ici. On dégrafe pour sortir le câble. Et ensuite, les sondes lambda, elles sont branchées là-haut. Donc là, maintenant, on va descendre la voiture, on va débrancher les sondes lambda et on va pouvoir sortir les catalyseurs. Donc là, on retrouve les sondes lambda ici. Donc ça, c'est nos raccords de sonde lambda. Donc le petit fil qui va là. Hop, on le débranche également. Et là, on tire. Il faut décoller la partie rouge et ça débranche la sonde lambda. Voilà. Tac, et là on tire. Donc là on en a une et l'autre doit être de l'autre côté. Je la déclipser, voilà, ici. Hop. Voilà, tac. Bon là je vais retirer la boîte à air parce qu'on va gagner vraiment beaucoup de temps à passer les sondes lambda. Parce que celle-là, autant elle est vraiment accessible,
autant celle-là elle passe sous la boîte à air. Donc en fait le temps de retirer la boîte à air, ça va être du temps de gagner quand on va repasser la sonde lambda avec le décata. Hop. Et là au moins on a un accès plus simple pour la sonde lambda parce que vous voyez le câble de la sonde lambda en fait il est guidé ici. Donc sinon il faut passer sous la boîte à air, sauf qu'on va pas se mentir que sous la boîte à air sans rien y voir c'est pas facile d'aller repasser le câble. Donc là hop, on glisse par dessous et maintenant on relève la voiture et on retire nos deux catalyseurs. Bon, donc là maintenant on peut retirer tout ça. Donc là il y a un entrelacement des deux catalyseurs, donc c'est un peu casse-bonbon à retirer. C'est pour ça qu'il faut tout démonter au préalable. Et là, hop, on va prendre un gros tournevis ici pour les sortir. Voilà. Les deux devraient être presque tombés en même temps. Faire gaffe à pas se le prendre sur le coin de la goule. Voilà. Hop, celui-là est sorti. Et les deux viennent. Voilà, vous voyez, c'est un peu chiant parce qu'ils sont entrelacés. Vous en prenez un dans les bras et l'autre. Hop. Et bien maintenant qu'on a déposé nos deux catalyseurs, on voit très clairement la différence avec un décatalyseur. Donc là, la version totalement inox sans filtration des particules. Et là, la partie échappement avec filtration de particules. Donc la grosse gamelle qu'on voit ici. En termes de poids, ça n'a rien à voir. Là, c'est hyper lourd. Donc là, on a de l'acier. Et là, c'est hyper léger. Vous voyez, je peux le porter d'un bras. Donc, le poids annoncé, le gain de poids annoncé, selon les modèles, parce que ça, c'est les modèles génériques. Vous voyez, il y a différents trous pour différentes sondes lambda selon les années du modèle. On gagne entre 12 et 14 kg, ce qui n'est pas négligeable quand même pour ceux qui font de la piste. Donc, c'est toujours intéressant de le savoir. Maintenant, plusieurs questions que vous allez vous poser. Déjà, la prochaine difficulté, elle est là. Retirer les sondes lambda, c'est généralement jamais simple. Donc là, il faut une douille exprès à sonde lambda. C'est vraiment ce que je vous conseille pour maximiser le nombre de chances. Et bien évidemment, une bonne clé à choc pour bien frapper dur la sonde lambda. Idéalement, si elle résiste, bien chauffée au chalumeau, l'embase ici de la sonde lambda, parce que généralement, des fois, elle casse. C'est vraiment quelque chose d'assez chiant à changer. Maintenant, vous allez vous poser la question, ok Evan, c'est bien beau, mais maintenant que tu vas mettre ça, tu vas avoir le fameux voyant 1000 sur le tableau de bord, donc le voyant check engine, donc le voyant moteur. Voilà, vous avez toutes les différentes variantes, puisqu'en fait ta sonde ne va plus détecter qu'il y a de catalyseur. Alors sur certains modèles, oui, parce que vous le voyez, il y a une sonde avant-après catalyseur ou avant-après catalyseur selon les années. Et moi, vous le voyez, vu que c'est un modèle avant 2000, donc c'est un modèle 99, j'ai qu'une seule sonde, elle se trouve avant catalyseur. Et si vous avez déjà vu ma vidéo que je vous ai fait sur le fonctionnement d'une injection électronique, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais vous expliquer. Sinon, je vous invite à aller la voir. Première sonde lambda, elle va tout simplement venir vérifier que le mélange air-essence, donc tout simplement le rapport stoichiométrique, est le bon. S'il n'est pas le bon, elle va tout simplement permettre d'enrichir ou d'appauvrir votre injection pour tout simplement avoir le rapport stoichiométrique idéal. Donc quand vous avez une défaillance en termes de consommation, etc., ça peut venir de celle-ci parce qu'elle peut donner des valeurs erronées et donc modifier le rapport stoichiométrique et un rapport stoichiométrique qui ne sera du coup pas bon. La deuxième ici, elle sert strictement à rien, mis à part faire une différence entre celle-ci et celle-ci. Celle-ci règle l'injection, celle-ci vient contrôler le delta entre la première et la deuxième. Et elle va permettre quoi ? Elle va permettre tout simplement de vérifier que votre catalyseur fait bien son boulot de catalyseur. C'est-à-dire que si on n'a pas de différence entre celle-ci et celle-ci, par exemple sur un tube comme ça, vu qu'il n'y a plus de catalyseur, entre celle-ci et celle-ci, on aura exactement la même valeur. Dans ces cas-là, vous avez le voyant check engine qui vient s'afficher en disant attention, catalyseur défaillant ou bien sonde lambda après catalyseur défaillant. Voilà exactement ce qui se passe. Sur les modèles avant 2000, vous n'avez pas de contrôle du catalyseur. Donc vous avez uniquement un contrôle de l'injection. Donc dans ce cas présent, on n'aura pas de problème de voyant moteur. Si vous avez le cas avec les doubles sondes, tout simplement il vous faudra acheter ce qu'on appelle un spacer. Donc c'est tout simplement une rallonge qui va venir se positionner ici, qui va surélever votre lambda
pour prendre moins de gaz d'échappement. Et donc si on prend moins de gaz d'échappement, on crée une différence entre la première sonde et la deuxième sonde et on leurre en fait le fait qu'il n'y a plus de catalyseur. Voilà pour la petite explication technique. Donc maintenant les amis, on passe au démontage des sondes lambda. Première étape, dégrippant, hyper dégrippant Mecacil. Tac. Donc je rappelle, ce produit-là, vous pouvez le trouver sur notre boutique www.metalgarage.fr. Voilà, on laisse un petit peu s'imprégner et ensuite on va chercher la douille spéciale sonde lambda. Donc une douille à sonde lambda, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, donc comme ça. C'est-à-dire que vous avez une douille 6 pans avec une fente pour pouvoir tout simplement passer votre câble. La douille, elle est hyper renforcée. Donc là, moi je mets mon adaptateur dessus et vous pouvez le faire au cliquet, mais je vous souhaite vraiment bon courage. À la clé à choc, c'est beaucoup plus efficace. Voilà. Donc là, il faut toujours taper un petit peu parce qu'on a un petit peu de rouille qui vient se mettre dessus. Et ensuite, c'est parti, on vient du coup choquer le tout. Et voilà. Et vous voyez, quand on a la bonne douille et la bonne puissance, ça sort généralement, entre guillemets, assez bien. Donc là, on fait la même chose sur la deuxième. C'est parti. Et vous voyez, ça y va vraiment bien. Un bon dégrippant, la bonne douille, la bonne pression pour la clé à choc. Et ça y va impeccable. Maintenant, on n'a plus qu'à remonter sur les décata. Bon, et bien maintenant, on va tout simplement remonter nos sondes lambda. Là, moi, je vais utiliser de la graisse céramique, donc très haute température, sur le filetage pour éviter tout simplement qu'elle vienne par la suite se souder. Voilà. Donc là, c'est une graisse céramique qu'on a testé, validée également, que vous pouvez retrouver sur notre boutique si vous le souhaitez. Pour ceux qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser de la graisse cuivrée. Mais soyons honnêtes, dans le temps, la graisse cuivrée, ça ne tient pas. Ça chauffe beaucoup trop les sondes lambda. Voilà, tac. On remet un petit joint neuf. Et on remonte le tout. Donc bien prendre l'emplacement qui correspond à sa voiture de base, qu'on soit d'accord. Il y a 3 emplacements dessus. Voilà. Première. La même chose sur le deuxième. Voilà. Et bien maintenant on remonte tout ça sur la voiture. Bon ben maintenant on fait exactement l'opération mais inverse. Donc là on replace le premier. Hop, on l'emboîte ici pour le tenir un petit peu. Ça permet de le maintenir le temps de le serrer. Les amis, ça y est, c'est terminé. Donc on a posé nos 2 décata, on a remonté nos 2 sondes lambda, nos 2 colliers de fixation entre le silencieux et le décata, nos 2 brides de décata. Maintenant, normalement, il n'y a plus qu'à redémarrer et écouter cette mélodie. Allez, c'est parti.
Bon, très clairement, le son est totalement transformé. On a quelque chose de beaucoup plus rauque, beaucoup plus libéré. On le voit vraiment au moment où on démarre que les gaz s'échappent immédiatement avant de retomber au ralenti. Donc là, ça va forcément modifier un petit peu mes lambdas. C'est pour ça qu'au début, vous avez un petit peu entendu que le régime fluctuait. C'est tout à fait normal, les lambdas ont été démontés, je les ai touchés, on a mis de la graisse dessus et en plus le flux d'air, donc le flux d'échappement va être modifié. Bon, en tout cas, la sonorité n'a absolument plus rien à voir. Maintenant, on monte la voiture et on vérifie que tout est correctement monté, qu'on n'a pas de fuite d'échappement. Bon les amis, ça y est, on se retrouve sur la route pour un petit essai routier avec ce temps apocalyptique depuis maintenant une semaine. C'est une vraie galère, donc on a la flotte, le vent, etc. Donc là on a trouvé une petite accalmie, on est parti essayer tout ça. Donc là on fait chauffer tranquillement la mécanique. On va pas se plaindre, c'est le rayon de soleil qu'on a vu depuis une semaine. Là on fait chauffer la mécanique, on a un son tout de suite immédiatement qui est beaucoup plus métallique et beaucoup plus naturel de ce flat 6. Alors certes aussi un petit peu plus fort, c'est pas non plus énorme en termes de différence par rapport à avant, mais on sent très clairement qu'on a une mélodie qui est plus libérée, plus naturelle. Ça se rapproche un peu plus des voitures de course que des voitures feutrées avec un ou deux catalyseurs. Donc là on fait monter tranquillement la voiture en température et comme ça on va pouvoir vous montrer un petit peu la sonorité un petit peu dans les tours. Là on roule à 2000 tours, on fait monter l'huile, la boîte, etc. Et après c'est parti. Bon donc là, le moteur est chaud, on va faire une petite accélération. Donc là 2000 tours, 3000 tours. Voilà, on a vraiment un son qui est stabilisé, qui n'est pas très bruyant, mais c'est vraiment en charge. Où là on a la sonorité du moteur. Je vais vous faire une petite accélération sortie du village. Donc là on va pousser vers 5000 tours. Voilà, donc là on a vraiment quelque chose de beaucoup plus rageur et de beaucoup plus métallique. Voilà, le son pur de la voiture et plus quelque chose qui est modifié par des catalyseurs qui rendent asthmatique la voiture. En termes de sensation, bon, on a forcément gagné des chevaux quand on retire des catalyseurs, on en gagne forcément. Honnêtement, c'est pas perceptible. Qu'on soit d'accord, même si j'ai gagné 8 chevaux, 300 ou 308, honnêtement, on sent absolument pas de différence. Par contre, normalement, on devrait avoir une consommation en baisse. Déjà parce que vous gagnez de la puissance, mais aussi surtout parce que votre moteur force moins à évacuer les gaz. Et donc si vous forcez moins, vous utilisez moins de carburant pour rouler une même vitesse. Donc là, j'ai pas assez de retour parce qu'on vient juste de sortir la voiture pour aller essayer. Mais je pourrais vous donner un avis, un retour sur un petit peu ça lors d'un live le vendredi soir. Mais en tout cas, le bruit est totalement transformé. Et là, on a vraiment le bruit pur d'une Porsche 911. Et là, c'est joli. Écoutez ça un petit peu. On va essayer d'ouvrir un petit peu le carreau là, si la météo nous le permet. Ah, là c'est la mélodie là. Ça chante. Voilà ce que ça donne un petit peu niveau sonorité, donc ça n'a absolument rien à voir. Je rappelle encore une fois pourquoi je l'ai fait alors que je n'avais pas prévu de le faire. Parce qu'un de mes abonnés l'avait, n'aimait pas du tout le son. Donc il me les a proposés à un prix dérisoire pour le prix que ça coûte, qu'on soit d'accord. Et encore une fois, merci à toi d'ailleurs. Et puis tout simplement parce que moi j'ai eu la mauvaise expérience de le voir de mes propres yeux. Un moteur de Porsche détruit à cause d'un catalyseur. Et comme je vous l'ai expliqué lors du montage, les catalyseurs, c'est pas rare que ça pète, c'est comme ça reste une pièce d'usure. Sauf que dans une voiture lambda, vu que les cylindres sont plutôt vers le haut, et vous allez avoir un bruit de casserole dans l'échappement. Sur un moteur Porsche, étant donné que le moteur est à plat, en fait les morceaux de catalyseur vont remonter dans les cylindres au niveau de l'appel des soupapes et ça va détruire votre moteur. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement rare, qu'on soit d'accord, mais étant donné que je l'ai vu une fois,
j'ai pas forcément trop envie que ça se reproduise. Donc c'est pour ça que généralement sur les Porsche, je mets des kata, malgré que ça ne passe pas au contrôle technique, on soit d'accord. Hein. Il faut obligatoirement remettre les catalyseurs pour passer le contrôle technique, mais c'est plus dans l'optique de préserver le moteur et d'avoir une belle mélodie accessoirement, plutôt que dans le côté de gagner des chevaux, parce qu'encore une fois à 300 ou 308 chevaux, bon, clairement on s'en fout. Voilà, donc là on est à 4000 tours. Voilà, donc ça reste sympa, mélodieux, sans être assourdissant, parce que quand vous êtes au régime constant, vous n'avez pas de bruit, je dirais même plus que d'origine. C'est vraiment quand on accélère, surtout en pleine charge, où là on a vraiment une mélodie qui est beaucoup plus rauque, mais sinon c'est pas casse-tête. Il n'y a pas de caisse de résonance, il n'y a pas tout ça, contrairement à des fois des échappements, notamment sur ma Panamera, j'avais une petite caisse de résonance à 2000-2500 tours. C'était un petit peu chiant, mais là sur la 911, vous ne l'avez pas. Bon, en tout cas, maintenant vous avez une petite vidéo avec le bruit et le tutoriel d'installation. Donc là, on est d'accord, moi il y a un échappement inox Evox et des kata inox. Le reste, c'est d'origine. Donc on n'y a rien modifié de plus pour la sonorité. Tu filmes ? J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos, que ce soit sur cette Porsche 911, sur l'Audi R8 et sur toutes les autres voitures. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.